Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet un peu sensible, on va dire, la fraude en entreprise. On en entend parler dans les journaux, mais c'est souvent un sujet dont on ne parle pas trop à l'intérieur des murs de l'entreprise. Et pourtant, c'est un vrai danger. Pour nous aider à y voir plus clair, j'ai le plaisir d'accueillir Claire, qui est experte en audit et en prévention. Bonjour Claire, merci d'être avec nous. Bonjour Julien, merci pour l'invitation. Oui, vous avez tout à fait raison, c'est un sujet essentiel et il est vraiment temps de le démystifier. Alors justement, pour commencer, j'ai envie de vous poser une question un peu provocatrice. La fraude en entreprise, est-ce que c'est juste un fait divers, une histoire qu'on lit de temps en temps, ou est-ce que c'est quelque chose de bien plus grave? C'est une très bonne question pour démarrer. Et la réponse, franchement, c'est non. C'est bien plus qu'un simple fait divers. C'est un vrai phénomène qui peut faire d'énormes dégâts. D'ailleurs, si vous êtes d'accord, pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, je pense que le mieux c'est de commencer par le début. Qu'est-ce que c'est exactement la fraude? Alors voilà, en quelques mots, la fraude, c'est un acte illégal qui est fait avec une intention claire, celle de tromper. C'est vraiment ça le cœur du sujet. Il y a une volonté de tromper pour obtenir quelque chose qu'on ne devrait pas avoir, un gain financier par exemple, ou alors pour se soustraire à une obligation. Le mot-clé ici, c'est vraiment l'intention. C'est ça qui change tout. Ah, c'est intéressant. Donc, pour que ce soit bien concret pour tout le monde, quelle est la différence entre, disons, une simple erreur qu'on pourrait faire dans les comptes et un véritable acte de fraude? Où est-ce qu'on trace la ligne? Vous mettez le doigt dessus, Julien. La ligne, elle est très nette. C'est l'intention. Une erreur, eh bien, ça arrive. C'est involontaire, c'est une coquille, une inexactitude, personne n'a voulu mal faire. La fraude, c'est tout l'inverse. C'est un comportement délibéré, volontaire, et je rajouterais même quelque chose d'important. Si vous découvrez une erreur et que vous décidez de ne pas la corriger sciemment, eh bien ça peut basculer du côté de la fraude. D'accord, c'est parfaitement clair. On a la définition, on a la distinction avec l'erreur. Et maintenant, j'aimerais qu'on parle de l'ampleur du phénomène. Concrètement, ça représente quoi en termes d'argent? Alors, accrochez-vous bien, le chiffre est assez vertigineux. On estime le coût annuel de la fraude pour les entreprises à 250 milliards d'euros. Et ça, c'est juste pour l'Europe. Là, on voit bien qu'on n'est plus du tout dans le fait divers, n'est-ce pas? C'est un poids énorme sur notre économie. Waouh, 250 milliards d'euros. C'est juste énorme, ça donne vraiment le vertige. Et du coup, ça m'amène à me demander, comment se manifeste cette fraude? Est-ce qu'il y a un seul type de fraude ou est-ce qu'elle peut prendre différentes formes? Oui, absolument. La fraude a de multiples visages. En général, pour y voir plus clair, on la divise en trois grandes catégories. La première, c'est la corruption. Là, on pense tout de suite aux pots de vin, aux conflits d'intérêts, tout ça. Ensuite, vous avez le détournement d'actifs. Et ça, c'est de loin la catégorie la plus fréquente. C'est tout ce qui est vol de matériel, détournement d'argent liquide. Et enfin, la troisième grande famille, ce sont les déclarations frauduleuses. Ça, c'est quand on va, par exemple, falsifier les bilans de l'entreprise pour la faire paraître plus saine qu'elle ne l'est. C'est très clair. On a les types de fraude, mais qui sont les fraudeurs? Est-ce qu'on peut dresser un portrait robot? Ah, c'est la question que tout le monde se pose. Et la réponse est compliquée. Il n'y a pas de profil type du fraudeur, pas de visage qu'on pourrait reconnaître. En revanche, il y a des constantes. Très souvent, le fraudeur est quelqu'un à qui on fait confiance, un employé modèle, un manager respecté. C'est cette confiance qui lui ouvre la porte, qui lui donne l'opportunité. Et bien sûr, son rôle dans l'entreprise compte. Logiquement, un dirigeant qui fraude va causer beaucoup plus de dégâts financiers qu'un employé à un niveau inférieur. C'est vraiment ce cocktail de confiance et d'opportunité qui est explosif. Confiance et opportunité, en effet, c'est un duo dangereux. Pour que ce soit encore plus parlant pour nous tous, est-ce que vous auriez un exemple concret à nous partager, un cas d'école, pour qu'on comprenne bien le mécanisme à l'œuvre? Oui, bien sûr. Prenons un montage assez classique, celui de la société écran. C'est un mécanisme qui paraît simple mais qui est terriblement efficace. Alors, comment ça marche? Imaginez une personne malveillante dans une entreprise. Cette personne crée une fausse société, une coquille vide, une société écran. Ensuite, elle envoie une fausse facture de cette société écran à sa propre entreprise. L'entreprise, pensant payer un vrai fournisseur, effectue le virement. Et hop, l'argent atterrit sur le compte de la société écran et le fraudeur n'a plus qu'à le récupérer pour ses dépenses personnelles. C'est aussi simple que ça. C'est limpide. Et j'imagine que ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, hein. Oh que oui, malheureusement. L'imagination des fraudeurs est sans limite. La société écran est un grand classique, mais il y a plein d'autres techniques. Par exemple, la fraude aux faux documents, c'est très courant. Ou alors le double paiement, on fait payer 2 fois la même facture à l'entreprise. Il y a aussi les circuits de surfacturation, souvent avec un fournisseur complice. Et bien sûr, tout ce qui est contournement des règles d'appel d'offres pour donner le marché à un ami ou à un membre de sa famille. Les possibilités sont vraiment nombreuses. C'est vrai que le tableau que vous nous dressez est assez inquiétant. On a l'impression que la menace est partout. Du coup, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est comment on fait pour se défendre? Qu'est-ce qu'une entreprise peut mettre en place pour se protéger de tout ça? La clé, c'est de ne pas voir ça comme une action unique, mais vraiment comme un cycle continu.
On peut le voir en 4 grandes étapes qui tournent en boucle. D'abord, et c'est le plus important, la prévention. On forme les gens, on met des règles claires pour dissuader. Ensuite, la détection. Parce qu'on ne peut pas tout empêcher, il faut avoir des systèmes pour repérer les anomalies. Si une alerte se déclenche, on passe à l'investigation. On creuse pour savoir ce qui s'est passé. Et une fois qu'on a compris, dernière étape, la correction. On corrige la faille pour être sûr que ça n'arrive plus. Et au centre de toute cette roue, il y a un élément non négociable, l'éthique et l'intégrité de l'entreprise. Sans ça, tout le système s'effondre. C'est une approche vraiment à 360 degrés. Pour finir, Claire, j'ai une dernière question, peut-être la plus importante. Si on met d'un côté tous les outils, les process, les logiciels de contrôle, et de l'autre, la culture d'entreprise, l'éthique, au fond, c'est quoi la meilleure des défenses? C'est la question essentielle. Je dirais que les deux sont nécessaires, mais ils ne jouent pas dans la même catégorie. Les outils, les procédures, c'est absolument indispensable. Ce sont vos filets de sécurité. Mais le meilleur outil du monde ne remplacera jamais l'intégrité des personnes. Au final, une culture d'entreprise saine, basée sur l'éthique, sera toujours votre meilleure arme. Pourquoi? Parce que les outils, ils détectent la fraude une fois qu'elle a eu lieu. L'éthique, elle, l'empêche même de naître. Une conclusion magnifique. L'éthique empêche la fraude de naître. Un grand merci Claire, c'était absolument passionnant et merci à vous de nous avoir écoutés.